Mesdames, Messieurs, bonjour. On est rendu au mois de mars, à la mi-mars. C'est le temps de parler de politique américaine. Et pour nous en parler, qui de mieux que Vincent Blais? Bonjour, Vincent. Bonjour, Pierre. Il y a un nouveau président aux États-Unis. Comme par hasard. Comme par hasard. J'aimerais ça qu'on fasse le point sur la situation qu'il y a aux États-Unis, sans parler là, des chicanes qui se déroulent au Capitole, parce qu'au moment où on enregistre, on ne sait pas où c'est rendu. Là. Mais j'aimerais ça que tu me fasses un portrait de celui qui est devenu le président, là, M. Biden. La seule chose qui frappe quand on le regarde, c'est qu'il a un certain âge. Il a 78. Hein? Oui, 78. Bon. Oui, mais c'est qui est Joe Biden? Joe Biden, ben, tu parles d'âge, on pourrait dire, en politique, c'est un vieux de la vieille, OK? C'est dans le sens que il est là depuis très longtemps, OK? Donc, Joe Biden, oui, comme tu dis, il a 78 ans, OK? 78 ans au mois de novembre, en 2020. C'est le plus vieux président en service à la présidence, là, OK, de l'histoire. S'il sera au bout, il va avoir 82. C'est ça. Mais, c'est ça, Joe Biden, bon, on va parler un peu de ses états de service. Effectivement, lui, il a été élu pour la première fois en 72 au Sénat. OK? Donc, c'est un sénateur, lui. Il a été sénateur pendant 36 ans. OK? Investi, donc, l'investiture a eu lieu en 73, donc jusqu'en 2009, où ensuite, il est devenu vice-président pour Barack Obama. OK? Pendant encore 8 ans. Donc, vous voyez, c'est une carrière qui est extrêmement longue, là, OK? On fait plus que 40 ans. C'est pas un premier venu, là, qui arrive... Non. Mais là-dessus, c'est sur ce bagage-là, c'est à la fois un avantage et un inconvénient. Certains disent que on lui reproche d'être à Washington depuis trop longtemps, d'avoir pris les mauvais plis de Washington. Ah oui. C'est, bon, la fameuse structure, le pouvoir pour le pouvoir, tout ça. Bon, ça, c'est ce que disent ses opposants. D'autres disent au contraire... Lui, il a siégé sur différents comités sénatoriaux. Donc, il y a différentes chambres, par exemple, pour les comités pour les affaires internationales, tout ça. Là-dessus, c'est lui qui les a présidés. Il n'était pas juste là, comme à côté, à écouter. C'est lui qui présidait ces chambres-là. OK? Et bref, il y a tout un bagage. OK? Et c'est quelqu'un qui, depuis longtemps, a toujours cherché à établir des ponts entre démocrates et républicains modérés. Puis on s'entend que c'est la première chose qu'il a dite avant même son investiture. Il dit « Je suis là pour rétablir, tendre la main à mes adversaires pour qu'on puisse bâtir le pays ensemble, pour qu'on puisse se réconcilier, parce que les États-Unis n'ont jamais été aussi divisés qu'actuellement. Okay? Vraiment, là, il y a un clivage, il y a une coupure entre le Parti démocrate et le Parti républicain. Okay? Moi, j'ai suivi là, son investiture, là, puis son assermentation, tout ça. Puis à un moment donné, ils ont parlé qu'il avait été à la messe. C'est un catholique, lui? Oui, effectivement. C'est le second président catholique. Il y avait Kennedy. C'est qui était le premier, bon, okay. C'est ça, en 60. Et lui, c'est le second. Puis, pour lui, sa foi est importante. Il vit selon ça. Puis, ben, c'est quelqu'un on va remarquer, c'est quelqu'un de très humain. Puis, pourquoi? OK? Pas juste, tu sais, parce que des fois, on sait que les Américains, tu sais, So help me God, puis God bless America, ils ont tout le temps le mot de Dieu dans la bouche, là. Mais lui, c'est pas là-dessus, c'est que c'est quelqu'un qui a été éprouvé dans la vie, là. Vraiment. Je disais tout à l'heure qu'il a été élu en novembre 72. Un mois seulement après, il a perdu sa femme dans un accident automobile, sa jeune fille de 13 mois, puis ses deux garçons, eux, ont été blessés gravement. Ils ont survécu, les deux garçons ont survécu, mais sa femme et sa fillette sont morts, OK? Et même, Biden pensait abandonner son siège, tout de suite renoncer. Puis finalement, il a été convaincu, son entourage ont dit « poursuit ». Et il faut comprendre que lui, il siège à Wilmington, au Delaware. Ça se trouve environ à peu près 1h30 de train de Washington. Donc, ce qu'il faisait, c'est que soir et matin, il faisait des allers-retours en train de Washington, quand il siégeait, jusqu'à Wilmington pour retourner auprès de ses enfants, ses deux garçons, au chevet de ses deux garçons, quand ils étaient à l'hôpital, puis ensuite, plus tard, pour s'en occuper, bien entendu, parce que c'est lui qui les a élevés seuls pendant une partie de leur vie, jusqu'à ce qu'il rencontre Mme Jill, qui allait devenir Mme Jill Biden, là, qui est une professionnelle. Oui, c'est une enseignante, c'est une professeure de l'université. Okay. Oui. Donc, c'est... Puis aussi, parlant de drames qui ont frappé, là, qui l'ont frappé de plein fouet,
plus récemment, en 2015, l'un de ces deux garçons, qui était Joe Biden, le troisième du nom, surnommé Beau Biden. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ben, il est mort d'un cancer, OK, à 46 ans. Puis Joe Biden, père, pressentait son fils comme futur candidat pour se présenter à la présidence. Vraiment, il le voyait parce qu'il faut comprendre que Joe Biden avait déjà tenté 2 fois de se présenter à l'investiture du Parti démocrate. Il voulait devenir président en 88 et puis il l'avait fait également en 2008, sans succès. OK? Et il ne s'était pas représenté en 2014, 2014-2015, quand ça a été l'époque de Trump, tout simplement parce qu'il pensait, il venait de perdre son fils, puis pendant longtemps, il a cru que c'est son fils qui allait prendre sa place puis qu'il allait devenir président. Ah bon? Donc, après avoir fait son deuil, il a décidé que en 2019, il a annoncé qu'il allait se présenter, puis en 2020, comme on voit, il a été élu. Mais est-ce qu'il est issu d'une famille riche ou... Non, de milieu très modeste. Lui, il est originaire de Pennsylvanie, il était à côté. Puis son père avait dû déménager parce que dans la ville, c'est une ville industrielle. Il n'y avait plus de travail. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé au Delaware. Donc, c'est quelqu'un de milieu modeste. Quelqu'un, comme je dis, qui a été éprouvé. Mais quelqu'un d'humain, quelqu'un qui a un grand charisme. Quelqu'un aussi, quand je parle d'épreuve, c'est quand même pas évident quand on est tribun, quand on est un orateur, qu'on fait des discours. C'est quelqu'un qui était bègue. Il est toujours bègue, mais je veux dire, il réussit à le surmonter, là. Mais avoir des problèmes de bégaiement, là, donc ça démontre une force de caractère assez importante. Bon. Depuis qu'il a été élu, là, puis depuis qu'il a été assermenté, on appelle ça des décrets. Hey, il en a sorti je ne sais pas combien. La première journée, je pense, il venait d'être élu, puis il en a signé, je pense, c'est 7. Oui. En tout cas, dont le fameux pipeline Excel. Excel. Et ensuite, le retour pour l'environnement avec l'accord de Paris. En tout cas, il n'a pas chômé, là. Il doit avoir le poignet... il changeait de crayon. Oui, c'était drôle. Il avait sa boîte de stylos. Des stylos puis là, il changeait. Est-ce que c'est une coutume qui veut ça? Des fois, oui. Des fois même... j'ai lu pendant le temps des fêtes la biographie sur Barack Obama, qui racontait que pour un des décrets, je ne sais pas c'était quoi l'entente, mais... Il avait signé chaque lettre de sa signature avec un stylo différent. Oh! Okay, ouais, là, c'est pire que ça. Oui, non, c'est ça. Donc, il peut y avoir différentes raisons, mais celles-là, je ne les connais pas. Mais, effectivement, oui, il a signé beaucoup de décrets. C'est une possibilité. Dans certains cas, dans certains accords, le président peut signer de façon unilatérale, c'est-à-dire par lui-même, sans autorisation de la Chambre, il peut signer des décrets. Bon, puis, ce qu'il fait en fait, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il fait simplement utiliser la même pratique que son prédécesseur Trump, qui lui, Donald Trump, il n'aimait pas Barack Obama. Barack Obama s'était déjà moqué de lui publiquement, puis il avait gardé rancune de ça. Et puis, il s'est bien juré qu'une fois président, Trump avait décidé que il allait effacer toute trace de ce qui avait été fait par Obama. Puis tout ce qu'il a pu faire, il l'a fait, OK? Donc, il a signé des décrets. Et Biden, lui, s'est justifié. Il dit, moi, à mon tour, je signe des décrets, mais simplement parce que mon prédécesseur l'avait fait pour effacer des politiques. Moi, je les rétablis de la même façon. Oui. Alors, il retricote le chandail. Le chandail que l'autre avait détricoté. Je veux dire, les ressentiments de Trump envers Obama ont été jusqu'à nier la fameuse cérémonie protocolaire de l'accrochage du portrait de l'ancien président. Ça s'est pas fait sous Trump, ça. Non. Puis, écoutez, il y en a eu d'autres, là. Je veux dire, aller aussi à l'encontre de son programme de santé, ce qu'on appelle communément l'Obamacare, ça permettait quand même à des dizaines de millions d'Américains d'avoir une protection. Il faut que vous compreniez que les Américains, s'ils veulent avoir une assurance maladie, à moins qu'ils aient un niveau, un salaire trop bas, ou qu'ils soient retraités, qu'ils aient plus que 65 ans, les gens entre ces deux catégories-là, ils doivent payer les assurances pour avoir des soins de santé. Autrement, ils déboursent ça de leur poche, puis
aux États-Unis, ça coûte une fortune. Donc, lui, il voulait abolir ça. Mais pourquoi? C'est idéologique. C'est plus simplement parce que l'autre avait son nom écrit sur la loi et lui, il ne voulait plus voir là. Ouais. Mais d'ailleurs, quand tu dis que ça coûte terriblement cher, quand on va, notamment en Floride, ça nous prend des assurances. Puis si on a le malheur de se présenter à un hôpital, la première question qu'ils nous demandent, c'est pas qu'est-ce que vous avez, avez-vous une preuve que vous pouvez payer? Exactement, exactement. C'est ça. C'est comme ça que fonctionne le système américain. Vraiment, là, c'est de ce niveau-là que ça fonctionne. C'est un système où le privé est très, très, très présent. Ouais. Et dans son discours, quand il a juré, là, c'est pas l'investiture? Oui, l'investiture, bon, c'est ça, oui. Il a parlé beaucoup de réconciliation. Il y a de l'ouvrage en s'il vous plaît, hein? Oui, ben, tout le monde a entendu parler. Trump, le premier, criait sur tous les toits qu'il s'était fait voler l'élection, même si dans les faits, vous le savez peut-être, oui, Trump a obtenu 74 millions de votes, qui est déjà un record par rapport aux élections précédentes. Il n'y avait aucun président qui n'avait autant, mais Biden encore plus, bien entendu, puisqu'il a gagné. Il y a eu 80 millions de voix. Donc, malgré cette différence-là, malgré le fait que Biden l'a emporté au collège électoral, donc les grands électeurs, tout ça, Trump continuait à dire « c'est moi qui ai gagné l'élection, OK? » Et il y a des gens qui sont encore là pour le croire, OK? Puis on l'a vu quand ils sont débarqués au Capitole le 6 janvier, qui voulaient arrêter tout le processus parce qu'il restait certains processus qui étaient en fait des formalités et qui couraient après les élus américains du Sénat pour empêcher ça. Parce que dans leur tête, il y a eu un vol. OK? Donc, effectivement, ces gens-là ne sont pas gagnés à Biden, mais pas du tout. Il y a encore là un bon 35 des Américains qui pensent que l'élection a été frauduleuse, que Biden n'a pas la légitimité qu'il faut pour être en place, pour être en fonction. Les États-Unis sont vraiment divisés, pour que des gens évoquent une nouvelle guerre de sécession. Certains en parlent comme ça dans certains États. C'est que c'est grave, là. C'est grave. Puis il faut arrêter de faire semblant qu'on n'est pas au courant, là. C'est nos voisins en bas, là. Non, c'est ça, c'est ça. Puis ils sont pas loin, là. Puis on le voit, là, quand on regarde une carte des États-Unis, là, on le sent moins, nous autres, si on va juste, les gens qui vont à Old Orchard, là, les gens du Maine ne sont pas si différents des gens du Québec, là, puis Massachusetts, tout ça, ce qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, New York, ça va. Ouais. Mais c'est le centre des États-Unis, là, OK? Ça, là, quand vous allez en Alabama, quand vous allez en Louisiane, quand vous allez au Wyoming, là, c'est un autre monde, là. Les gens se promènent avec des armes, même des fois, ils sont même pas obligés de les cacher, tu sais. Je veux dire, ils peuvent les cacher, pardon, c'est le contraire. Ils peuvent les cacher dans leurs vêtements. Ça n'a rien à voir. C'est le Far West là, par rapport à... tu sais, des fois, on trouve que l'Alberta, c'est à droite, puis ils pensent différemment de nous. Mais vraiment, le Far West américain, là, c'est encore plus à droite que ça. C'est un autre monde. Ça n'a rien à voir. Parmi ces décrets, lesquels qui t'apparaissent les plus importants? Bon. À part de détricoter, là... Oui, bien, il y a déjà, concernant la situation sanitaire, OK? Bon, tout le monde est au courant avec la COVID. Ah oui. Trump disait c'est une petite grippette, ça va partir au mois d'avril. Il disait ça l'année passée, là. Il dit ça va partir au mois d'avril, comme c'est arrivé. Biden a promis, dans ses 100 premiers jours, OK, les 100 premiers jours en poste, qu'il y aurait 100 millions de personnes vaccinées. Okay. C'est un moyen contrat. Oui, il y en a qui ont dit oui, mais on n'a pas les infrastructures, mais je pense qu'il veut beaucoup, mais je pense aussi qu'il a les moyens. Avec les nouveaux variants, tout ça, il n'y a pas le choix. Il faut vraiment que la vaccination, il faut que ça avance. Les Américains, là, il y a 500 000 morts, là, et c'est pas fini. Là. C'est pas fini, ça ne va pas s'arrêter là. OK? C'est le pays le plus touché par la COVID. Ensuite, parlant encore de santé, Trump avait décidé qu'il allait retirer les États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé. Il n'aimait pas ce que les gens disaient face à la façon dont il avait géré la crise de la COVID. Puis bon, il y avait un égo démesuré, donc il a fait une croix là-dessus. Biden a réintégré les États-Unis en arrivant, OK? En arrivant en fonction par décret. Il a aussi réintégré les États-Unis, comme on parlait tout à l'heure, dans l'accord de Paris. C'est concernant la protection de l'environnement, okay? Les réductions des gaz à effet de serre. C'était les États-Unis avec le Brésil, c'est les seuls pays qui se sont exclus de l'organisation. Tous les autres pays ont signé cet accord-là. Donc,
là, il envoie un message très fort en disant on va faire quelque chose pour la planète. Puis tout ce qui touche là, les mesures anti-immigration, la construction du mur, les travaux ont été suspendus. Le mur entre les États-Unis et le Mexique, ça a été suspendu. Ça coûtait une fortune, ça aussi. L'interdiction de certains citoyens musulmans, parce que certains pays à majorité musulmane, comme l'Iran, l'Irak, le Soudan, Trump avait bloqué l'accès des ressortissants de ces pays-là aux États-Unis. Ça a été rétabli. Je peux aussi vous dire un autre exemple, le programme Dreamer. C'est quoi le Dreamer? C'est que c'est des enfants d'immigrants illégaux, OK? Qui sont nés ou qui sont arrivés très jeunes aux États-Unis, OK? Et qui ont toujours bénéficié du système américain, mais qui n'avaient pas de statut légal, OK? Donc, Trump menaçait de les expulser. Puis souvent, les expulser vers un pays qu'ils ne connaissaient pas du tout, ou très peu. Ils sont venus au monde aux États-Unis. C'est ça, ou qui sont arrivés très jeunes. Donc là, il veut régulariser la situation. Ça, c'est quelque chose... Donc, il a rétabli la protection pour ces jeunes-là, mais c'est sûr qu'il y a encore des démarches à faire pour que ça devienne... autre chose aussi qui est passé, je dirais presque sous le radar, puis sans jeu de mots, c'est le traité sur le renouvellement... ce renouvellement des accords START, ça, c'était pour limiter la propagation des missiles nucléaires, OK? Donc, ça, c'est entre le Canada et les États-Unis. Ce traité-là devait être renouvelé en 2020. Puis avec Trump, comme bien d'autres choses, c'était passé, c'était pas dans ses priorités. Donc, tout de suite, Biden a signé ça avec la Russie. C'est pour éviter la propagation nucléaire. C'est quand même pas rien, là. Je comprends peut-être qu'aujourd'hui, on parle moins de la guerre froide, puis la Troisième Guerre mondiale, qu'on en parlait dans les années 80-90, mais n'empêche, ces gens-là, Russie et États-Unis, chacun de leur côté, ils ont quand même 1500 missiles, OK? Ouais. Donc, c'est quand même pas rien. On peut la raser, la Terre. Hein? Nous autres, on est entre les deux. En plus, géographiquement parlant, on est choyé. Mais oui, c'est ça. Puis on avait parlé, l'arrêt des travaux du pipeline Keystone, encore là, en lien avec une volonté de mettre de l'avant l'environnement plutôt que le pétrole. Ouais. Okay. Maintenant, il s'est formé... je ne sais pas comment on appelle ça. C'est pas un conseil des ministres, hein? Un cabinet. Lui, il appelle ça un cabinet. Oui, c'est comme ça qu'on appelle. C'est l'équivalent du Conseil des ministres à Ottawa. Mais eux autres, ils ne portent pas le nom de ministre, ils portent le nom de secrétaire d'État ou secrétaire à l'agriculture. Mais c'est nos ministres. C'est la même chose. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose pour ce qui est des fonctions, mais la différence, c'est que nous, OK, par exemple, parlons de Justin Trudeau, quand il nomme un ministre, c'est parmi ses élus. Okay? Donc, il regarde parmi les libéraux, et un tel élu de tel comté va devenir ministre de l'Agriculture, de l'Environnement, etc. Okay? Tandis qu'aux États-Unis, le président, il nomme des non-élus. Okay? Il peut aller chercher là, des gens à gauche et à droite et les nommer. C'est sûr qu'il peut prendre un élu puis le nommer ministre s'il veut, ça, il peut le faire. Mais généralement, c'est des gens qui viennent, ce sont des non-élus. C'est pour ça que leur nomination doit être ratifiée par le Sénat. Okay? Donc, il y a comme une vérification qui est faite par les élus, okay, par les gens qui sont élus, pour regarder, OK, oui, celui-là, cette personne-là qui a été nommée, ça va, ça passe, OK, on l'accepte. Okay? Okay. Mais effectivement, là, Biden est encore, il est en train de finaliser là, son cabinet parce que c'est pas juste de les nommer, encore, il faut qu'ils soient ratifiés par le Sénat. Puis ils font ça de façon progressive. Mais normalement, là, c'est sur le point de s'achever. Mais tu parles que les secrétaires, les ministres, ils peuvent être ailleurs que dans l'appareil gouvernemental actuel. Tout à fait. Sauf pour la vice-présidente. Mme Harris, elle a été élue, elle. Oui, mais elle a dû démissionner. C'est ça. C'est la même chose. Elle aussi, on peut aller chercher quelqu'un qui n'est pas nécessairement... oui, elle a été élue, OK, on s'entend. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'avait pas comme obligation d'être quelqu'un avant un ancien élu. Oui, c'était une sénatrice de la Californie, mais à partir du moment que elle a été désignée par le président, elle a comme obligation de se faire élire. OK, elle a été élue. Okay. Mais les autres, non. Donc, oui, elle a été élue. Ouais. Quels sont les principaux qu'il a nommés qui te frappent, toi, là, qui suit la politique, puis qui ne sont pas nécessairement des élus? Oui. Peut-être juste avant, je dirais quand même
revenir sur Kamala Harris, on a entendu parler beaucoup, là, Oui. que la vice-présidente, parce que quand même, c'est important, les gens doivent comprendre que, on disait tout à l'heure, bon, M. Biden a 78 ans, si jamais, on lui souhaite longue vie, mais si jamais il y avait un problème de santé, ben ce qui arriverait, c'est que automatiquement, à partir du moment où il renonce à ses fonctions, c'est la vice-présidente qui prend en charge ses fonctions, qui devient présidente à son tour. OK? C'est quand même toute une tête, là. OK, c'est une ancienne procureure générale de Californie, donc équivalente là, de ministre de la Justice de Californie. Puis elle a tout un bagage. Puis c'en est une parmi tant d'autres dans le cabinet qui fait partie là, des premières. Là. J'appelle ça le cabinet des premières parce que première femme vice-présidente, première femme noire, première femme aussi d'origine indienne parce que sa mère, elle venait de l'Inde. Okay? Oui. Donc là-dessus, il y a tout un bagage. Puis elle accompagne constamment M. Biden parce que les gens doivent comprendre que le vice-président n'est pas toujours... des fois, il peut être laissé vraiment à part. Là, okay? C'est une fonction des fois qui est presque honorifique. Okay? Tandis que là, dans ce cas-là, elle va vraiment participer aux décisions avec le président Biden. Et on a un lien un peu avec elle. Elle est venue étudier à Montréal. Oui, pendant quelques années, effectivement. Effectivement. D'autres cas, par exemple, Janet Yellen, qui est secrétaire au Trésor, OK? C'est la première femme à occuper ce poste. Puis, avant d'occuper ce poste-là, c'était la première femme à avoir été présidente de la Réserve fédérale. Oui, puis Trump, il l'avait balayé du revers, hein? Ouais, C'est ouais. elle, hein? Mais c'est ça. Là, maintenant, elle est de retour en selle. Donc, ça là-dessus, vous voyez, première femme là, Lloyd Austin, qui est le premier noir à être secrétaire à la Défense, OK? D'ancien militaire Comme général. tu disais, là, un cabinet de première. Oh, et puis il y en a d'autres, là. Alejandro Mayorkas, qui est secrétaire de la Sécurité intérieure, OK? Donc ça, c'est le premier hispanique à occuper le poste, mais aussi premier immigrant aussi. Parce que lui, il est d'origine cubaine, avec ses parents, quand il était tout jeune, il est allé s'établir en Floride, OK? C'est un autre cas. Javier Becerra, lui qui est secrétaire de la Santé et des Services sociaux, encore là, premier hispanique à occuper le poste. Deb Haaland, qui, elle, est secrétaire à l'intérieur, OK? C'est la première autochtone. Okay? Ah oui. Et Pete Buttigieg, lui, s'était présenté pour être également là pour l'investiture démocrate. Il s'était présenté contre Biden, parce que, donc, parmi les candidats, il y avait lui aussi, avec Biden, Kamala Harris. Et lui, c'est un ancien maire. Oui, puis je me souviens de lui. Pour une raison, lui, il est... il est ouvertement gay, oui. LBGT, je sais pas. Oui, LBGTQ, ouais, ça. Ben, c'est le premier. Donc, il est marié à un homme, puis je veux dire, il n'est pas âgé, lui. Non, 39 ans. Bon, 39 ans. Ça. Donc, jeune mère, l'Indiana, d'une ville du nord là, de l'Indiana. Il est secrétaire au transport. Oui, c'est ça, secrétaire au transport. Ministre des Transports. C'est ça, effectivement. Puis, il y a encore d'autres nominations au moment là, où on enregistre qui restent à être approuvées, mais il y a encore d'autres candidats, donc des gens d'origine chinoise, indienne, d'autres gens de race noire. Donc, beaucoup d'autres premières. Ça va être un cabinet là, très, très diversifié qui va présenter des gens de divers horizons. Ça, c'est clair. Je ne sais pas s'il est parmi ceux que tu as nommés, mais il y en a un qui parle très bien français. Ah, ça, c'est Anthony... qui a une fonction importante. Oui, c'est le secrétaire d'État. C'est parce que j'ai oublié son nom de famille, mais il y en a un, là. C'est le secrétaire d'État, oui, c'est ça. C'est ça, moi, tout, je cherchais son nom. Ce qui m'a frappé, c'est que les gens disaient qu'il a vécu à Paris, entre autres, en France. Alors, il parle un français... Parce que secrétaire d'État, c'est l'équivalent de ministre des Affaires étrangères. Ah, bon, okay? bon. Alors, donc pour les relations diplomatiques, c'est important qu'il parle au moins un peu plus qu'une langue. Il nous reste une minute. OK. J'aimerais ça qu'on parle rapidement là, du procès en destitution. Là. Au moment où on enregistre, c'est pas terminé, mais... Ben, regarde, tout le monde dit que ça n'aboutira pas. C'est-à-dire que Trump va encore s'en tirer, OK, il va être acquitté, parce que c'est mathématique. Il faut juste que les gens comprennent que sur les 100 sénateurs, parce que c'est les sénateurs qui vont déterminer sur les 100 sénateurs... C'est 50-50. Oui, bien là, c'est 50-50, démocrates, républicains. Ça en prend 67, ça prend une majorité des deux tiers. Deux tiers. C'est ça. On sait déjà qu'il y en a au moins 6 qui vont aller du côté des démocrates. Donc on peut peut-être il n'y en a pas 17. Non, c'est ça, c'est ça.
Puis les gens doivent comprendre que c'est ça. Et il y a beaucoup de gens qui ont peur, parce que Trump est encore puissant, qu'ils ont peur de perdre leur siège aux prochaines élections s'ils votent contre Trump. Donc, ils se tiennent tranquilles, ils laissent passer la tempête, puis voilà. Donc, il n'y aura rien de nouveau là-dessus. La seule chose qui pourrait arriver peut-être, c'est que le gouvernement, que démocrates et républicains peut-être s'entendre sur un vote pour rendre inéligible Trump. Ça pourrait se faire. Encore une possibilité. Bon, pas qu'il revienne dans 4 ans. C'est ça, qu'il puisse plus se représenter. Parce que ça aussi, on va peut-être encore en parler dans 4 ans, on ne le sait pas. Alors, je te réinvite. Alors, j'avais le plaisir de recevoir Vincent Blais, qui est venu nous parler du nouveau président des États-Unis et de ses premières actions en cours. Alors, je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.